Sophie Binet, leader de la CGT, est avec nous en direct sur BFM TV. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Laurent Berger vient de quitter ce plateau délocalisé de BFM TV sur la place de la République. Vous n'êtes pas loin, vous, déjà prête à être en tête de cortège. Ce 1er mai fera date, c'est ce que vous avez dit, Sophie Binet. Je vais vous poser la même question qu'à Laurent Berger tout à l'heure. C'est vrai qu'on est à la mi-journée, il est un peu plus de midi maintenant. Est-ce que vous avez déjà des remontées du terrain, les défilés en région? Est-ce que vous vous dirigez vers un 1er mai qui fera date? Oui, tout à fait. Ce 1er mai fera date. Ça sera un des plus importants de l'histoire sociale de notre pays. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le 1er mai à Paris, c'est la capitale du mouvement social mondial, puisque à mes côtés est Luc Triangle, le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, qui rassemble 200 millions de travailleuses et de travailleurs dans le monde entier, et Esther Lynch, qui est secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, qui rassemble tous les syndicats européens, 50 millions de travailleuses et de travailleurs. Tous les deux sont venus avec près de 100 syndicalistes du monde entier. Il y a des Indiens, des Coréens, des Afghans, des Iraniens, des Allemands, des Espagnols, des Brésiliens, des Américains qui manifestent aujourd'hui à Paris pour dire leur solidarité avec notre mobilisation sociale historique et pour dire que la victoire des Françaises et des Français, elle est importante pour le monde entier parce que ça tire les droits sociaux de tous les travailleuses et travailleurs du monde vers le haut. Et donc cette journée, on peut d'ores et déjà dire qu'elle envoie un démenti cinglant au gouvernement qui avait fait le pari du pourrissement de la situation, puisque non, contrairement à ce que raconte et à ce que croyait le pouvoir, la mobilisation ne faiblit pas, la détermination est intacte malgré la surenchère sécuritaire sans précédent du gouvernement, et elle ne s'arrêtera que si cette réforme des retraites est retirée. Est-ce que vous avez juste des chiffres peut-être à nous communiquer, Sophie Binet, à la mi-journée sur la densité des cortèges en région? Alors je n'ai pas encore de chiffres, mais les remontées qu'on a montrent que globalement on est sur un étiage très élevé, sachant que le 1er mai l'année dernière on était à 150 000, 200 000 manifestants. Là on va être beaucoup plus élevé sur un des 1er mai les plus importants de toute l'histoire du mouvement social, qui montre que cette réforme des retraites ne passe pas, qu'il faut la retirer, et qui montre un contraste choquant entre un 1er mai unitaire, une population solidaire et un pouvoir, un Emmanuel Macron qui n'a jamais été aussi solitaire. Il y a un fossé inédit entre le président de la République et son peuple. Ça ne peut pas durer. Il faut retirer cette réforme. Nous nous félicitons que le 8 juin prochain, il y ait une loi d'abrogation qui soit inscrite à l'ordre du jour du Parlement, ce qui permettra enfin aux députés de voter sur la question de la réforme des retraites et d'abroger cette réforme. Et ainsi, on pourra passer à autre chose et parler salaire, temps de travail, amélioration des conditions de travail, etc. Sophie Binet, est-ce que vous pensez que le président de la République peut encore retirer sa réforme? Laurent Berger a expliqué à Pascal tout à l'heure qu'il ne fallait pas mentir aux salariés et qu'il n'attendait pas à ce que le président de la République retire cette réforme. Nous voulons toujours croire en l'intelligence de nos interlocuteurs. Il faut que le gouvernement se rende à l'évidence. Il ne peut pas gouverner le pays contre son peuple, puisqu'ils ne peuvent même pas sortir de leur palais et faire le moindre déplacement présidentiel sans être accueillis par des sifflets, des concerts de casseroles, des cartons rouges, et ce malgré un arsenal sécuritaire sans précédent. Donc oui, il faut retirer cette réforme. Si le président de la République n'a pas la sagesse de le faire lui-même, les députés le feront et le décideront le 8 juin prochain en votant l'abrogation de la réforme des retraites. C'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui, c'est parce que nous savons que nous pouvons gagner, puisque au plus tard, le 8 juin prochain, les députés pourront abroger cette réforme des retraites. Sophie Binet, une question également sur la durée de cette intersyndicale, et c'est une question que j'évoquais tout à l'heure avec Laurent Berger, qui a d'ores et déjà, avant ce 1er mai, dit qu'il était d'accord pour retourner à la table des négociations s'il recevait une invitation d'Elisabeth Borne, invitation, comme le disait Olivier Dussopt ce matin sur BFM TV, qui sera envoyée en fin de semaine. Vous êtes plus prudente. Est-ce que vous irez à Matignon, Sophie Binet ?
Nous en déciderons demain. Nous avons une intersyndicale lors de laquelle nous allons échanger sur ce point. Ce qui est sûr d'ores et déjà, c'est que tous les syndicats vont dire que nous restons déterminés à obtenir le retrait de cette réforme et que tous les syndicats vont aussi dire que notre agenda social syndical n'est pas forcément celui du gouvernement parce que nous voulons parler salaire, amélioration des conditions de travail, lutte contre la pénibilité, réduction du temps de travail, égalité femmes-hommes, environnement et que pour parler de tous ces sujets, il faut retirer la réforme des retraites, sinon la défiance profonde que nous vivons dans le pays va durer. Et donc il faut que le gouvernement revienne à la raison. Peut-être je vous propose de laisser la parole au secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, Juste une petite question, Sophie Binet, qui est venu ici pour adresser un message de solidarité. Oui. Sophie Binet, juste une petite question. C'est un préalable, c'est-à-dire que c'est un préalable, Sophie Binet, sans retrait de la réforme, vous n'irez pas discuter des autres sujets avec l'exécutif ? Comme je l'ai déjà dit, nous allons prendre la décision demain en intersyndicale et ce que nous avons dit demeure, c'est-à-dire que si le gouvernement ne retire pas cette réforme, il y a une défiance profonde qui restera dans le pays et que le dialogue sera évidemment plus compliqué. Nous avons des exigences très fortes en matière de salaire, d'environnement, de conditions de travail, d'égalité femmes-hommes. C'est là-dessus dont nous voulons parler. Oui, Sophie Binet, pardon, excusez-nous, on avait un petit problème de liaison. Peut-être que les leaders syndicaux qui sont autour de vous, que pensent-ils de cette réforme? Comment voient-ils les choses? Comment voient-ils ce qui est en train de se passer en France sur cette réforme des retraites? Nous sommes ici aujourd'hui à Paris pour montrer notre solidarité au mouvement social, aux syndicats français, parce que nous sommes tous très fâchés de ce qui se passe actuellement ici en France et comment on a géré ce dossier ici en France le dernier mois. C'est complètement inacceptable que des millions de citoyens, que des millions de travailleurs, que les syndicats français sont complètement été mis à côté dans ce dossier. On n'a vu nulle part le dialogue social. On a ignoré aussi la démocratie parlementaire ici en France. C'est pas comme ça qu'on doit gérer un dossier qui est tellement important pour des millions de citoyens et de travailleurs. On n'accepte pas ça nulle part dans le monde, mais on n'accepte pas ça non plus ici en France. Et donc c'est ça qu'on doit changer. On doit changer le dossier, on doit rediscuter le dossier et on doit entendre et écouter aux travailleurs, aux voix des citoyens et aux voix des syndicats. On doit réinstaller la démocratie, on doit réinstaller le dialogue social ici en France. Parce que ça c'est vraiment l'objectif et ça c'est vraiment le but de notre action et aussi de notre soutien ici en France avec tous les syndicats français. Sophie Binet, je vais me retourner vers vous. Est-ce que vous sentez, je posais la question aussi à Laurent Berger, que les salariés français étaient en train de redonner du crédit à leurs syndicats. Vous avez 30 000 adhérents en plus depuis le début du mois de janvier. Est-ce que vous sentez ce soutien populaire et est-ce que vous avez le sentiment que la CGT était en train de regagner ses lettres de noblesse et qu'elle était en capacité aujourd'hui de faire plier le gouvernement? Oui, tout à fait. Les syndicats français ont d'ores et déjà gagné et nous appelons d'ailleurs les salariés à amplifier ce mouvement, à se syndiquer massivement parce que c'est comme ça qu'on changera le rapport de force dans la durée. Parce que nous savons qu'au-delà de cette réforme des retraites, il faut que nous soyons plus forts pour obtenir des améliorations des conditions de travail, obtenir des augmentations de salaire alors que pour la première fois les salaires baissent en euros constants à cause de l'inflation. Nous savons qu'il faut que nous soyons plus forts pour qu'enfin l'égalité entre les femmes et les hommes soit une réalité, pour qu'enfin la question environnementale soit prise au bon niveau dans les entreprises et pour ça il faut se syndiquer. Donc j'appelle tous les salariés à se syndiquer de façon à ce que nous ayons des sections syndicales dans toutes les entreprises et à ce que nous soyons capables de faire entendre la parole des salariés dans les entreprises et dans les branches partout en France pour changer la donne dans la durée. Parce qu'au-delà de cette mobilisation, l'enjeu c'est bien de changer la donne dans la durée et d'imposer de vraies pratiques démocratiques dans les entreprises alors que l'autoritarisme auquel on est confronté aujourd'hui avec le pouvoir a sa réponse
s'applique direct dans les entreprises, puisqu'il n'y a jamais eu aussi peu de négociations dans les entreprises qu'aujourd'hui, notamment sur les questions salariales, avec des décisions unilatérales qui sont très inquiétantes de la part du patronat. Donc oui, il faut continuer à se syndiquer, c'est comme ça que nous sortirons gagnants dans la durée. Une dernière chose, Sophie Binet, est-ce qu'il y aura une 14e journée de mobilisation? Celle-ci est la 13e. Céline Verzelletti de la CGT, que vous connaissez évidemment, disait ce matin sur notre antenne que cette mobilisation allait continuer et qu'il y aurait encore une journée de mobilisation. Est-ce que vous le confirmez? Eh bien, nous en déciderons ensemble en intersyndicale demain. Ce qui est sûr, c'est que la perspective du 8 juin est très importante pour nous et que nous nous donnerons les moyens de peser pour que les parlementaires entendent la mobilisation et enfin permettent que nous passions à autre chose en abrogeant cette réforme. Donc, Sophie Binet, le 8 juin, 14e journée de mobilisation, c'est un peu ce que vous nous dites là, aujourd'hui? Non, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je viens de vous dire, c'est que nous allons en décider demain en intersyndicale pour annoncer des choses ensemble. La décision sera prise demain en intersyndicale. Nous allons débattre des suites ensemble. Rien n'est écrit à ce jour, évidemment. Merci beaucoup en tout cas Sophie Binet d'avoir répondu à nos questions. Leader de la CGT, vous allez aussi rejoindre le cortège de tête et retrouver tous les leaders syndicaux ici place de la République, où le cortège partira à 14h direction place de la Nation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Sophie Binet va prendre la parole. Sophie Binet, leader de la CGT. C'est un 1er mai exceptionnel. Ça fait au moins 30 ans qu'il n'y a pas eu de 1er mai aussi fort dans le pays. Et donc les messages que nous passons par notre mobilisation sont doubles. D'abord, nous ne voulons pas de cette réforme des retraites, il faut la retirer. Il n'y aura pas de retour à la normale tant que cette réforme n'est pas retirée. Et ensuite, nous voulons mettre à l'agenda les vrais sujets de préoccupation des Françaises et des Français, l'augmentation des salaires, la réduction du temps de travail, l'amélioration des conditions de travail, l'égalité femmes-hommes, l'environnement, etc., etc. Et puis enfin, le 1er mai, c'est une journée internationale. Et ce qui fait le caractère inédit de cette journée, c'est que aujourd'hui, Paris est en quelque sorte la capitale mondiale du mouvement social, puisque à nos côtés, il y a une centaine de dirigeants syndicaux des 5 continents qui sont venus pour nous soutenir. Il y a des Coréens, des Brésiliens, des Colombiens, des Américains, des Canadiens, des Sénégalais, des Tunisiens, des Indiens, des Afghans, des Iraniens, et la liste, je pourrais la continuer longtemps, qui sont venus ici manifester à Paris pour dire leur solidarité vis-à-vis des travailleuses et des travailleurs français, parce que notre mobilisation, elle a un impact mondial. La dérive sécuritaire du pouvoir, les régressions sociales en France, elles inquiètent dans le monde entier, puisque si on tire les droits des Françaises et des Français vers le bas, c'est les droits de tous les travailleuses et travailleurs du monde qui sont rabaissés. Et quelque part, cette présence en force de nos camarades internationaux, elle montre que l'isolement dont Emmanuel Macron est victime en France, eh bien c'est la même chose au niveau international. Emmanuel Macron n'a jamais été aussi isolé en France comme à l'international, et c'est pour ça que nous avons une présence internationale très forte à nos côtés, pour dire combien l'image de la France, elle est aussi dégradée par cet acharnement du pouvoir à passer en force. Est-ce que c'est votre dernière chance aujourd'hui? Il sera difficile de mobiliser à grande ampleur après ce 1er mai, la loi ayant été votée et va être appliquée. Non, pas du tout. On a des perspectives très claires, puisque le 8 juin prochain, l'Assemblée nationale va enfin pouvoir voter sur la réforme des retraites, sachant qu'une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites est inscrite à l'ordre du jour. Et donc, nous appelons les députés à prendre leurs responsabilités, à voter cette proposition de loi de façon à avoir une sortie de crise par le haut et à permettre le 8 juin au soir que nous soyons débarrassés de cette réforme des retraites et que nous puissions enfin passer au vrai sujet, à savoir les salaires, la réduction du temps de travail, l'amélioration des conditions de travail, la lutte contre la pénibilité, pour l'égalité femmes-hommes, etc. D'ici le 8 juin, la Première ministre a demandé à recevoir les syndicats. On sait que Laurent Berger est prêt à y aller. Vous êtes plus réticente. C'est la première faille dans l'intersyndicale. On sait qu'on en a beaucoup parlé, mais est-ce que cette fois-ci, vous pourriez vous désunir? Est-ce que votre non est définitif? Nous allons décider de tout cela demain en intersyndicale, c'est ce que j'ai dit. Et donc nous allons prendre la décision demain en intersyndicale, à la fois des suites à donner à cette sollicitation de Madame Borne, pour laquelle nous n'avons toujours reçu aucune convocation, aucune invitation officielle. Et puis nous allons aussi décider des suites de la mobilisation, parce que l'ampleur de la mobilisation aujourd'hui démontre que la mobilisation n'est pas finie. Nous allons continuer jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Est-ce que d'ici le 8 juin, vous allez appeler à d'autres grandes manifestations comme ça?
Eh bien, nous allons en décider demain en intersyndicale, puisque la mobilisation, elle est unitaire. Les décisions, nous les prenons ensemble. Et nous allons décider de cela demain, tous et toutes ensemble. Qu'est-ce qui serait une réussite pour vous en termes de mobilisation aujourd'hui ? Ce qui sera une réussite, c'est que nous battions les 1er mai les plus élevés de l'histoire sociale. Et aujourd'hui, les remontées que nous avons des rassemblements qui se sont tenus en région ce matin démontrent qu'on a déjà des chiffres extrêmement élevés. Il y avait 100 000 personnes à Toulouse, par exemple, ce matin. Il y avait 20 000 personnes à Niort, 16 000 à Saint-Nazaire. Je pourrais multiplier les exemples, mais on est sur des étiages extrêmement élevés qui font que d'ores et déjà, nous pouvons dire que ce 1er mai est un des plus forts de l'histoire du mouvement social. Et que ce 1er mai démontre un contraste saisissant entre, d'un côté, un 1er mai unitaire, une population solidaire, et un président de la République qui n'a jamais été aussi solitaire, avec un fossé qui n'a jamais été aussi profond entre le président de la République et le reste de sa population. Nous sommes extrêmement inquiets par la dérive sécuritaire du pouvoir, par la multiplication des interdictions. Maintenant, on ne peut plus sortir avec un carton rouge, un sifflet, une casserole. Quand est-ce que cette fuite en avant autoritaire va s'arrêter? C'est des choses qui inquiètent, et c'est aussi ce qui explique la présence de 100 syndicalistes du monde entier. C'est de dire que la France, pays des droits humains, pays des droits sociaux, ne peut pas se singulariser dans le monde par des politiques liberticides. Et ça inquiète, puisque derrière, nous ne pouvons plus jouer notre rôle au niveau international face au gouvernement autoritaire si nous ne sommes pas exemplaires d'un point de vue social et démocratique. Il y a des dérives sécuritaires ici du pouvoir qui sont très inquiétantes. Est-ce que vous craignez des violences aujourd'hui à Paris qui pourraient brouiller votre message d'unité ? La mobilisation des syndicats, la mobilisation des jeunes et des salariés, depuis le début, elle a été extrêmement pacifique, festive, déterminée. Elle va le rester. Ce qui est sûr, et nous avons alerté à plusieurs reprises le pouvoir, c'est qu'avec ces passages en force et ces provocations, oui, il attise les colères de façon extrêmement dangereuse. Donc oui, il y a une colère qui monte. Et ce qui est très grave, c'est que comme le pouvoir refuse d'entendre les manifestations, les grèves et les actions pacifiques, oui, ça entretient l'idée chez quelques-uns qu'il faudrait des actions violentes pour se faire entendre, ce que nous condamnons évidemment d'un point de vue syndical, mais c'est la grave responsabilité du pouvoir, avec son passage en force, d'attiser ses colères et de risquer et de mettre de l'huile sur le feu en permanence. On est au jour 14 de l'apaisement de la Startup Nation. Bon, on voit qu'aujourd'hui, l'apaisement, on ne le voit absolument pas dans la rue. Il n'y a jamais eu autant de colère, autant de détermination pour se faire entendre face à l'autoritarisme de ce pouvoir, face au mépris du président de la République. Il y a une volonté de faire changer la donne, et c'est pour ça que nous sommes extrêmement nombreuses et nombreux aujourd'hui. Alors juste pour conclure, madame... Nous avons une intersyndicale demain et nous allons le décider ensemble. Ce qui est sûr, c'est que tous les syndicats français sont unis pour dire leur refus de cette réforme des retraites, et que nous le redirons encore demain, et que tous les syndicats français sont également unis pour dire que les sujets de préoccupation des Français doivent être entendus, à savoir l'augmentation des salaires, l'égalité femmes-hommes, l'amélioration des conditions de travail. C'est peut-être des sujets que la Première ministre vous propose d'aborder justement dans ces rencontres. Eh bien aujourd'hui, pas du tout. Nous n'avons ni reçu de convocation ni d'ordre du jour, mais dans ce qui filtre du gouvernement, ce sur quoi on nous a proposé de dialoguer sans nous préciser d'ailleurs de cadre, c'est plutôt des sujets qui fâchent, puisque la Première ministre nous a invités à venir parler de France Travail et de la stigmatisation des chômeurs et des allocataires du RSA. La Première ministre nous a invités à venir parler de la réforme des lycées professionnels que nous combattons depuis des mois. La Première ministre nous a invités à venir parler de l'emploi des seniors, alors qu'il s'agit d'une des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel, et que nous l'avions invité à reporter la promulgation du projet de loi pour pouvoir remettre les choses à plat. Bref, pour l'instant, dans l'agenda qui nous est proposé par le gouvernement, ça ne correspond pas aux priorités sociales et aux priorités syndicales. Quand on vous écoute, en tout cas Madame Binet, on a l'impression que malgré la validation d'une grande partie du texte par le Conseil constitutionnel, le mot d'ordre reste toujours le retrait de cette réforme. Avant cela, il n'y a pas de discussion. Alors la détermination des salariés, la détermination des syndicats, elle est intacte à obtenir le retrait de cette réforme. C'est ce que la mobilisation d'aujourd'hui démontre, puisque cette journée du 1er mai, c'est un démenti cinglant à la stratégie de pourrissement d'Emmanuel Macron. Nous sommes extrêmement nombreux. Ça fait au moins 30 ans qu'il n'y a pas eu de 1er mai aussi nombreux. Pourquoi ? Parce que cette réforme des retraites ne passe pas, et parce que les salariés refusent de passer à autre chose. On ne passera pas à autre chose si la réforme n'est pas retirée. Donc vous n'irez pas à Matignon?
Non, je vous ai dit qu'on déciderait demain ensemble des suites que nous donnerions. Nous sommes d'ailleurs déjà allés à Matignon pour dire à Elisabeth Borne qu'il fallait retirer sa réforme des retraites. Sophie Binet nous a rejoint. Bonsoir madame, secrétaire générale de la CGT, nouvelle secrétaire générale de la CGT. Comment elle est cette journée pour vous ? Elle est exceptionnelle. On a fait mentir tous les pronostics puisque le gouvernement annonçait qu'on allait passer à autre chose, qu'il y aurait une démobilisation. Or, nous avons un record en termes de nombre de manifestantes et de manifestants pour un 1er mai, puisqu'on est à près de 2,3 millions aujourd'hui, ce qui fait de cette journée la journée, un des 1er mai les plus importants depuis l'après-guerre. Donc c'est une journée très forte qui montre la détermination à obtenir le retrait de la réforme des retraites, qui montre que, contrairement à tout ce que disent un certain nombre de pronostics et de commentateurs, l'unité de l'intersyndicale, elle est solide et qu'elle va tenir. Et puis la force de cette journée, c'était aussi sa dimension internationale, parce que à Paris, dans le cortège parisien, Paris est un peu devenu la capitale mondiale de la lutte aujourd'hui. Nous avions à nos côtés près de 100 syndicalistes des 5 continents. Il y avait des Brésiliens, des Colombiens, des Américains, des Sénégalais, des Indiens, des Afghans, des Iraniens, des Belges, des Allemands, des Espagnols, je pourrais continuer, la liste est longue, qui sont venus nous soutenir pour dire que notre mobilisation en France, elle est importante aussi pour le monde entier, et leur présence a montré l'isolement du pouvoir non seulement en France, mais aussi sur la scène internationale. C'est une journée qui a été aussi marquée par des tensions, notamment à Paris, mais pas seulement, à Lyon, à Nantes, à Strasbourg, un peu plus d'ailleurs que les fois précédentes. Alors, j'imagine que vous condamnez ces violences, mais comment vous les expliquez ? Évidemment, on condamne ces violences. On voit bien que ces violences n'ont pas eu lieu dans le cadre des défilés intersyndicaux. Non, c'était en tête de cortège. Voilà, c'était en et ça tête... continue ce soir, place de la Nation. Oui, c'était en tête de cortège, et le problème, c'est que malheureusement, ça fait des mois que les organisations syndicales alertent en disant que si nos messages pacifiques ne sont pas entendus, malheureusement, ça ouvre un boulevard à ce que la colère s'exprime différemment. Nous, on est frappés par l'esprit de responsabilité qui marque l'écrasante majorité de la population, où malgré les provocations du pouvoir, malgré la radicalisation du pouvoir, la mobilisation, encore aujourd'hui, elle était pacifique, festive, dynamique, et c'est une toute petite minorité. Mais vous êtes certain que les casseurs sont là pour la réforme des retraites? Ils sont pas plutôt dans une démarche de s'en prendre aux institutions, anti-système? Parce que vous dites que c'est peut-être des éléments qui se radicalisent parce que le pouvoir reste sourd aux revendications. Est-ce qu'il faut pas les mettre à part? Et oui. Ils sont là pour d'autres raisons, en fait. Non, mais c'est sûr. Enfin, moi, j'en sais rien. Ils sont là sur d'autres manifestations qui n'ont rien à voir avec la réforme des retraites. Bien sûr, je ne leur ai pas parlé. Mais ce que je sais, c'est que moi, je discute avec les salariés. Et ce que disent les salariés, c'est que là, on était à la 13e journée de mobilisation. On est toujours aussi nombreux. On est pacifique, déterminé. Si on n'est pas entendu, les salariés se posent des questions. C'est ça. Est-ce que vous souhaitez une nouvelle journée de mobilisation? Eh bien, nous avons une intersyndicale demain matin qui va décider des suites. Nous avons dans le viseur 2 échéances. La première, c'est le 3 mai prochain avec le Conseil constitutionnel qui va statuer sur le référendum d'initiative partagée. J'espère que le Conseil constitutionnel saura trouver une voie démocratique de sortie de crise. Et puis la deuxième échéance, c'est le 8 juin prochain, puisque les députés ont eu l'intelligence de prendre les choses en main et de déposer une proposition de loi abrogeant la réforme des retraites. Nous appelons les députés à prendre leurs responsabilités et à permettre ainsi une sortie de crise. Emmanuel Macron, madame, il y a quand même très peu de chances que dans les deux cas, ça fonctionne. Alors sur le... J'ai écouté Alain Duhamel tout à l'heure. Oui, non, mais sur le Conseil constitutionnel, oui, malheureusement, c'est compliqué parce que le RIP a été rédigé pour ne pas fonctionner. Il y a une série de dispositions contradictoires. Premier bémol. Voilà. Par contre, et que la proposition était incroyablement maladroitement faite. Je suis pas d'accord avec vous. Je pense le problème, c'est surtout le référendum d'initiative partagée tel qu'il est rédigé. Si on a le temps, je pourrais expliquer les contradictions, mais c'est très difficile d'avoir un RIP qui marche dans ces conditions. Mais les juges pourraient quand même interpréter de façon intelligente la Constitution. Mais le 8 juin prochain, là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait une majorité de députés qui étaient contre la réforme des retraites et qui ne voulaient pas la voter, parce que la motion de censure, on a été à 9 voix près, et parce que là, ça ne sont pas les mêmes règles de majorité. La majorité pour la motion de censure, c'est une majorité absolue des inscrits. Là, on est sur une majorité relative des présents. Les abstentions ne comptent pas comme des pour. Sauf qu'après, il faut que le Sénat valide. Et le Sénat est pour cette réforme. Sans surprise, le Sénat risque peu de valider. Après, je ne veux pas insulter les sénateurs. Peut-être qu'ils vont valider. C'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Non, c'est la Commission et c'est l'Assemblée nationale
national in fine qui a donc le il y a un dernier espoir, mot. c'est Bien sérieux. sûr, c'est tout. Est-ce qu'on peut imaginer une journée de C'est mobilisation ce jour-là, justement, le 8 juin, comme vous l'avez fait précédemment, pour mettre en quelque sorte la pression sur les députés? Eh bien, vous n'aurez pas la peau de l'intersyndicale sur ce plateau ce soir. C'est l'intersyndicale qui va décider Non, mais est-ce que vous demain. le souhaitez? Vous voulez la Non, mais- peau très Est-ce que vous allez, C'est est-ce ça. que vous allez proposer, justement, de Je ne vous manifester dirai ce jour-là? rien, même sous la torture. L'intersyndicale C'est demain. pas son genre. Non, je ne vais pas vous Voilà, torturer. c'est parfait. L'intersyndicale demain va décider des suites de la mobilisation. Nous savons ces deux échéances dans le viseur. Nous D'accord. avons aussi comme point d'appui la mobilisation très forte d'aujourd'hui. Donc ce que je peux vous dire, c'est que la mobilisation continuera parce que s'il n'y a pas de retrait de la réforme des retraites, la défiance sera Mais vous serez profonde. d'accord avec la CFDT parce que vous dites plus vraiment la même chose avec Laurent Berger. On dit beaucoup de choses ensemble parce Non, bah, que je- Laurent simplement, Berger je dit cite- que la mobilisation, que on est déterminé pour obtenir Oui. les retraits de la réforme des retraites, que la mobilisation va continuer. Non, mais Sophie Là-dessus, Binet, je suis tout à fait d'accord avec Laurent Berger. Sur BFM Est-ce TV que vous tout allez à voir l'heure, Madame Borne Laurent Berger, tout à l'heure sur BFM TV, a annoncé que la CFDT irait discuter avec la Première ministre si elle était invitée à Matignon. Et vous? Eh bien, nous, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, nous allons le décider ensemble, encore une fois. Mais Laurent Berger l'a déjà L'intersyndicale décidé de demain. son côté. Il dit, Oui, moi, bah, je suis prêt à c'est- aller à Matignon. Voilà, lui, il décide ses rythmes. Moi, je préfère qu'on le décide ensemble pour solidifier l'intersyndicale. Et vous êtes prête à aller à Matignon? Eh ben, on va en décider ensemble demain à Madame, il l'intersyndicale. faudra quand même que vous le C'est pas savez non, ce alors. soir avant d'y aller demain. Ah ben, Là, vous moi, ne seriez je pas sais. dirigeante syndicale. Mais bien sûr, mais je ne serai pas dirigeante syndicale si je sacrifiais l'intersyndicale pour donner des exclusivités. Non, c'est-à-dire que vous à dites pas BFM non. Télé. Non, mais Avant, c'était un non ferme. Si je vous avais posé la question il y a quelques jours, vous m'auriez dit non. non, c'est Là, pas vrai. bah, Depuis si. le début, depuis quelques jours, je dis la même chose et vous avez peut-être mal écouté. Et donc, je dis Ça, que ce n'est pas son genre. l'intersyndicale. Vous avez dit non si la réforme des retraites est maintenue, nous n'irons pas à Matignon. C'est ce que vous avez dit. J'ai dit l'intersyndicale va décider ensemble le 2 mai prochain et j'ai insisté sur 2 points. Le premier, c'est que si la réforme n'est pas retirée, la défiance sera profonde, il n'y aura pas de confiance rétablie, ça je le maintiens. Et le deuxième point, c'est que nous voulons parler des vraies priorités des salariés, nous voulons parler augmentation de salaire, nous voulons parler amélioration des conditions de travail, nous voulons parler égalité femmes-hommes, environnement et Alors, Alain Duhamel. Oui, bon. Alors, on a bien compris que d'une part, que vous voulez qu'il y ait demain une décision commune, ce qui sera quand même plus difficile qu'à d'autres phases de ce conflit. on va y arriver, vous allez voir. Je ne dis pas le contraire. Voilà. Ça peut être quand même plus difficile. Et d'autre part, on voit très bien déjà ce qui est demandé à Elisabeth Borne pour que ça puisse éventuellement se faire. C'est-à-dire, un changement de méthode, et que la méthode soit choisie de concert entre les syndicats et elle-même, et non pas produite comme un résultat fait à l'avance. Bon, et d'autre part, un certain nombre de thèmes sociaux sur lesquels il est possible d'avancer, qui ne seront pas le thème de la réforme des retraites, mais qui en revanche reprendront, entre autres choses, pas complètement, mais entre autres choses, l'ensemble de ce qui a été retiré, ce qu'on appelle les cavaliers, et en essayant de les améliorer. Bon, on voit très bien que c'est vers ça que ça se décide. Et si c'est ça qui se décide, disons que la reprise d'une forme de dialogue institutionnel aura lieu dans une semaine, dans 2 semaines, on verra bien, et vous le déciderez ensemble. Ce qui est sûr, c'est que nous ne nous intégrerons pas dans l'agenda gouvernemental tel qu'il est aujourd'hui. C'est ce que je viens de dire. Voilà, tout à fait. Cet agenda gouvernemental ne nous convient pas, puisque les sujets qui sont annoncés par Elisabeth Borne sont des sujets qui font dissensus, à savoir la réforme de France Travail et la stigmatisation des chômeurs, à savoir la réforme des lycées professionnels, des mesures sur l'immigration, etc. C'est pas de ça dont nous voulons parler. Quand nous avons dit au gouvernement que nous voulons parler salaire, la réponse qu'on nous fait aujourd'hui, c'est de renvoyer les choses aux entreprises et aux branches. Ça n'est pas vrai. Le gouvernement a ses responsabilités en matière de salaire. Nous avons fait 2 propositions très simples. La première, c'est d'indexer les salaires sur l'inflation, à l'image de ce qui existe en Belgique ou au Luxembourg, par exemple. Et la deuxième, c'est d'utiliser le levier des aides publiques. Chaque année, on donne sans condition ni évaluation 200 milliards d'euros d'exonération fiscale et sociale aux entreprises. Si on les conditionnait aux politiques sociales et environnementales des entreprises, on aurait un levier d'action majeur. C'est ça, par exemple, qu'il faut que le gouvernement fasse en matière de salaire. Vous savez bien que le deuxième levier a une petite chance d'intervenir dans certaines conditions, que le premier levier, c'est-à-dire l'indexation générale des salaires sur les prix, contrairement au SMIC qui lui est indexé. Oui, tout à fait. Il faut faire la même chose pour tous les salaires. Ça a assez peu de chances de se faire.
Jusqu'en 1983, en France, ça fonctionnait très bien. Donc, ça marche très bien en Belgique, au Luxembourg. Je sais, et je me rappelle très bien ce que Jacques Delorme, qui était le ministre de l'économie et des finances à l'époque, me disait, qui était: c'est ce qui nous plombe et qui nous empêche de sortir de cette phase. Et donc c'est ça qui a lancé le tournant de la rigueur que nous contestons. Alors, on va retourner sur le terrain, place de la Nation, retrouver l'un de nos reporters, parce qu'on a toujours ces scènes d'affrontement entre les casseurs et les forces de l'ordre, alors que le cortège syndical arrive massivement maintenant sur cette place. Il a été retardé à cause des incidents qu'il y avait en tête de cortège. Où en est-on? Que voyez-vous? Oui, exactement. Toujours ces affrontements qui durent depuis plus de 2 heures maintenant, avec des jets de projectiles d'un côté. On peut voir, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, de nombreux pavés qui sont lancés sur les forces de l'ordre, des branches, des bouteilles, des canettes. Et puis de l'autre côté, donc des forces de l'ordre qui répliquent par moments par de très grosses salves de jets de gaz lacrymogène. Alors en attendant, vous le disiez, le cortège syndical continue d'arriver. Alors il a été scindé en deux. Il arrive par 2 côtés de la place, un côté boulevard Voltaire. Alors ceux qui arrivent boulevard Voltaire se retrouvent pris en étau justement entre ces jets de gaz lacrymogène et ces jets de projectiles. Et effectivement, on peut voir de nombreux manifestants qui tentent de sortir de la place avec le foulard sur le nez, les yeux rougis par les gaz lacrymogènes, et qui se retrouvent un peu coincés sur cette place. Et puis de l'autre côté, eh bien, au niveau de l'avenue du Trône, une autre partie du cortège arrive. Alors c'est un peu là-bas que se déroule la vraie fin de cortège, si on peut dire, avec des manifestants qui se retrouvent pour discuter et qui sont à seulement quelques mètres de cette place de la Nation, qui se retrouvent noyés dans un nuage de gaz lacrymogène, un nuage blanc. Et donc ces affrontements qui, vous le voyez, se poursuivent avec le camion lanceur d'eau de la police qui s'est installé et qui va peut-être être utilisé dans les prochaines minutes. Voilà, ce canon lanceur d'eau qui a été utilisé tout à l'heure pour éteindre un incendie, place de la Nation. On voit le bâtiment près de la pharmacie, c'est un immeuble en rénovation. Il y a des bornes Vélib qui avaient été incendiées. Voilà, on voit les images. Et les 3 premiers étages de l'immeuble qui ont été touchés. C'est une journée quand même très compliquée pour vos collègues, Johan Cavallero, vous qui êtes délégué national CRS. Peut-être plus compliqué que les fois précédentes, notamment à Paris. Mais pas seulement, il y a eu des incidents à Lyon, à Strasbourg, à Nantes. Oui, il y a eu des incidents partout, notamment à Lyon, ça a été aussi très 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 dur. Et aussi en tête de cortège, au tout début. Dès le départ. Bon, après, il faut voir ce qui avait été décidé par les autorités. Quand c'est en tête de cortège, parfois c'est peut-être un peu plus facile si on veut isoler. Après, une fois, je ne sais pas les directives qui ont été données. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de collègues qui vont être blessés encore aujourd'hui. J'ai l'image du collègue de la compagnie d'intervention qui a été hospitalisé parce qu'il était brûlé au 2e degré. Voilà, après oui, effectivement, mais là le but c'est de faire arriver de manière pacifique et sans incident la manifestation classique. C'est long, ça dure depuis un moment, Place de la Nation. C'est long, mais on voit aussi, vous discutez tout à l'heure, on voit les gens qui sont autour, qui regardent, qui font des images, qui gênent aussi parce que ça gêne la propagation. Une fois que c'est arrivé, il faudra que les gens qui ont fait la manifestation classique puissent partir. Mais là, je pense qu'après, ça va se resserrer un petit peu. Et puis, je pense qu'il faut utiliser un peu les camions à eau. Ça évite d'utiliser le lacrymogène. Pour vous, les canons à eau, c'est mieux que le contact, le direct, en fait. Oui, c'est fait pour gagner de distance. Et puis, par rapport au gaz lacrymogène aussi, qui accommode beaucoup de monde. Le camion à eau, c'est un peu plus efficace. On peut cibler, on peut accompagner une manœuvre. Le lacrymogène, ça accommande parfois aussi bien les forces de l'ordre que les gens classiques. Donc c'est mieux d'utiliser parfois les reporters de BFM TV qui tous en direct. Cécile Olivier, il y a eu des interpellations aujourd'hui. Oui, et alors je rebondis sur ce que disait monsieur sur les blessés. Selon nos informations, selon nos sources policières, il y a à Paris 10 membres blessés chez les forces de l'ordre qui ont des plaies profondes, pour certains des traumatismes crâniens, et même un commissaire qui a une fracture à la main. On a vu aussi ce policier qui a été atteint par un cocktail Molotov, et ses blessures sont en cours d'évaluation. Il est brûlé aux mains et au visage, a priori au second degré. Côté manifestants à Paris, on ne sait pas combien ont été blessés parce que la préfecture pour l'instant ne l'a pas communiqué, mais il y a des préfectures en région qui communiquent le nombre de manifestants blessés. Et par exemple à Lyon, on sait qu'il y a eu 6 manifestants blessés. Il y en a eu 4 à Nantes, dont un manifestant qui est grièvement blessé à la main et qui a été transporté à l'hôpital.
On a entendu parler de main arrachée, mais son kata est en cours d'évaluation. Et puis on va peut-être, si on peut, remonter les images très impressionnantes de ce jet de cocktail Molotov sur un policier. C'était un peu plus tôt cet après-midi sur le boulevard Voltaire. Un policier qui depuis souffre de brûlures. Vous voyez ces images. Alors ça va très vite. C'est le policier dont je vous parlais qui est... Alors leurs tenues sont ignifugées, c'est-à-dire c'est censé résister au feu, mais il est brûlé au visage et aux mains. C'est en cours d'évaluation, mais a priori on nous dit que en source police qu'il est brûlé au second degré. D'accord. Et on voit l'intervention très vite de vos collègues qui aspergent un produit pour éteindre, qui ont couvert en utilisant aussi... il y a des moyens très rapides. Bon, on voit aussi que pendant qu'ils essaient d'éteindre, ils sont victimes de jets de projectiles. C'est compliqué. C'est compliqué, mais alors, en tout cas en CRS, on dispose de cagoules anti-feu. Donc c'est pour ça que quand on nous dit de pas masquer le visage, des fois on comprend pas trop parce que c'est un dispositif, un EPI, un équipement de protection individuelle, qui est fait justement par rapport à ça. Donc c'est pas une cagoule pour dissimuler son visage, c'est une cagoule spécifique par rapport en fait, on se surprotège sans arrêt. Faut savoir que l'équipement d'un collègue, c'est entre 15 et 20 kilos, donc c'est assez lourd parce qu'on se protège par rapport au niveau de violence qu'on a en face. Mais les cagoules, elles sont faites au départ, c'est des cagoules anti-feu. Donc c'est important de le préciser aussi. C'est pas pour masquer son visage, c'est parce qu'elles ont un effet de protection individuelle. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, devrait prendre la parole à 19h en direct de la préfecture de police de Paris. Ça sera bien sûr à suivre sur BFM TV. Sophie Binet, il y aura peut-être une 14e journée de mobilisation. On le saura demain matin, j'ai bien compris. Vous ne voulez pas griller la politesse de vos camarades. Mais j'entends quand même certains dire qu'il faudrait peut-être passer à autre chose, notamment la CGC, qui dit qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir non plus manifester éternellement. Donc comment vous allez organiser la sortie de ce conflit social ? La sortie de ce conflit social, elle dépend du gouvernement, elle dépend de l'Assemblée nationale. Le 8 juin prochain, les députés ont entre les mains la sortie du conflit social pour permettre de passer à autre chose. Et si jamais ça passe pas alors ? Le 9 juin, il se passe quoi ? On discutera le 9 juin, mais c'est loin. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une défiance qui est très profonde et une colère froide pour nous, les organisations syndicales, moins froide pour un certain nombre de manifestantes et de manifestants parce que ils le vivent aussi dans leur chair, la violence de cette réforme. Ce qui est très choquant, c'est qu'on se dit quand on voit ces images, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Pourquoi ? Pour une réforme qui n'a aucune nécessité économique, que même les marchés financiers condamnent et qui est d'une violence sociale sans nom. Alors, les marchés financiers ne condamnent pas spécialement la réforme. Les agences de notation ont dégradé la note de la France. Oui, d'accord. Les agences de notation ont dégradé la note de la France. Parce qu'ils en voudraient plus. Elles en voudraient plus. Non, et parce qu'elles ont bien compris. Que c'est facteur de désordre. Il faudrait que les réformes soient plus structurantes et plus fortes. Elles ont bien compris qu'à cause de sa réforme, le gouvernement s'enfermait dans une impasse politique. Et pas à cause de la réforme. Non mais c'est la réforme qui cause les désordres. Les gens, ça leur fait pas plaisir de venir manifester, faire grève, etc. Donc le gouvernement s'enferme dans une impasse politique. Il ne peut plus réformer s'il ne retire pas cette réforme. Et encore une fois, d'un point de vue économique, les organisations syndicales ont des dizaines de propositions alternatives. Donc pourquoi, par la volonté d'un seul homme qui, par son entêtement et son dogmatisme, enferme le pays. Si la loi Lyotte est rejetée, si mercredi, on le saura très rapidement, les sages du Conseil constitutionnel se prononcent contre le RIP, est-ce qu'on pourra quand même à un moment donné s'interroger sur cette stratégie d'unité syndicale ? Parce que finalement, on n'aurait pas obtenu gain de cause, à savoir le retrait de cette réforme des retraites. Est-ce qu'il fallait être plus dur, aller vers des grèves reconductibles ? Voilà. Est-ce que, au nom de l'unité syndicale, c'était la bonne stratégie ? La question se posera quand même le 9 juin, si les dernières étapes échouent. Vous savez ce sur quoi il faudra s'interroger ? C'est ce que nous ont dit tous nos homologues européens à la manif. Les Espagnols, les Allemands, les Belges sont venus nous voir notamment en nous disant « mais nous, c'est incroyable ce qui se passe en France. Jamais chez nous, ça n'arriverait. Jamais chez nous, au bout de 2 semaines d'une mobilisation de cette ampleur, il y a un projet qui serait maintenu de cette nature-là. Pourquoi ? Parce que dans ces pays d'Europe, dans la majorité des pays européens, il y a une démocratie sociale qui n'existe pas en France et il y a un parlementarisme qui n'existe pas en France et qui fait que un président de la République tout seul ne peut pas imposer contre les syndicats, contre son peuple et contre la majorité des députés un projet de loi qui ne répond à aucune nécessité. Et donc c'est là-dessus qu'il faudra s'interroger si le 8 juin prochain, nous ne gagnons pas l'abrogation de la réforme, mais je suis sûr que les députés sauront trouver la sortie de crise. Alain Duhamel. Alors, chez nos voisins, vous avez tout à fait raison de dire qu'aucun président ne dispose des mêmes pouvoirs que le président français. Ça, c'est une évidence. D'abord parce qu'on est le seul pays présidentiel. Bon, et ensuite parce que l'évolution de la Ve République a été de renforcer ses pouvoirs. C'est souvent des gouvernements de coalition. Donc là-dessus. Voilà. Mais
ce qu'il faut dire, et donc vous avez raison, factuellement, quand vous dites aucun, et ça ne pourrait pas se passer comme ça, et la démocratie sociale fonctionne autrement dans ces pays, ce qui est une évidence. Mais il faut aussi ajouter tout de suite que dans tous ces pays dont vous parlez, et dont vous dites qu'au fond, ils fonctionnent mieux sur le plan social, l'âge de la retraite est nettement plus élevé que chez nous. Chez ces mêmes démocraties sociales qui négocient, c'est plus élevé. Tous nos homologues, par exemple, on va écouter. Par exemple, les Luxembourgeois, je vais vous dire une anecdote. Il y a le représentant du Luxembourg est venu me voir en me disant, j'entends partout dire qu'au Luxembourg la retraite c'est 67 ans. Et je peux te dire que ça n'est pas du tout le cas. J'ai jamais parlé du Luxembourg. C'est un exemple. C'est 400 000 habitants, je crois. Les Espagnols, on peut parler des Espagnols, 37,5 annuités en Espagne. Donc il faut comparer tous les paramètres. Ce qui n'a jamais été fait en matière européenne. On a les paramètres sur la durée de cotisation. On a un des paramètres les plus élevés d'Europe. Absolument. 43 ans. Absolument. Il faut pas oublier ce paramètre. Ça n'est pas contestable. Lié à l'âge de départ. Vous aviez raison. Qu'il y a eu beaucoup de représentants de syndicats de toute l'Europe, et même au-delà d'ailleurs, qui étaient là et qui, au fond, non seulement vous soutenez, mais d'une certaine manière vous admirez. Quand on lit la presse internationale un peu systématiquement, et quand on lit les revues de presse internationale, etc., on s'aperçoit que les sentiments vis-à-vis de la France sont quand même assez particuliers. Ils sont d'abord surpris. Parce qu'il se passe en France ce qui ne s'est passé dans aucun autre pays pour la même raison. Parce que des élévations de l'âge de la retraite, pour le coup, il y en a eu partout. Bon. Mais oui, mais de toute façon, il y a eu le même système. Bon. Et chez eux, ça n'a pas provoqué les mêmes réactions du tout. La deuxième chose, c'est que ils sont, la presse, je parle là, de toute tendance, d'une certaine manière abasourdi et admiratif, en se disant que les Français, c'est vraiment un pays dans lequel non seulement les structures sociales et les comportements sociaux sont complètement différents des autres, mais qu'il y a une force de critique, de réaction, d'obstination, de combativité aussi, apparemment supérieure aux leurs. Et puis ils sont aussi, et ça il faut pas non plus le sous-estimer parce que c'est également une des dimensions, ils sont aussi ironiques. C'est-à-dire ironiques sur le thème, les Français sont vraiment les Français, ils pensent qu'il y a des lois économiques et des lois sociales qui existent dans tout le monde occidental, mais que eux, c'est un pays à part et ils peuvent d'une certaine manière être exemptés d'un certain nombre de contraintes qui existent. Non mais c'est ce qu'il y a c'est ce qui est dans la presse. Oui. Alors Sophie Binet. Non mais moi ce que m'ont dit un certain nombre de mes homologues, c'est qu'ils étaient très inquiets de la dérive sécuritaire en France parce que la France c'est le pays des droits sociaux, le pays des droits humains et au niveau européen, au niveau international, les syndicalistes du monde ont besoin d'avoir la voix de la France pour recadrer un certain nombre d'États autoritaires. Et quand en France il se passe ce qu'il se passe aujourd'hui, à savoir des lois antiterroristes qui sont instrumentalisées pour lutter contre le mouvement social, nous empêcher de distribuer des tracts, des sifflets ou des casseroles ou je ne sais quoi d'autre. France samedi. Voilà, tout à fait. Pardon, mais ça a été plutôt un bide, votre appel à perturber la finale. Ah non, je suis pas d'accord. Le président de la République a été obligé de se cacher. Il n'est pas descendu sur les pelouses comme c'était prévu. On n'a pas entendu beaucoup de sifflets et les cartons rouges, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas assisté à la même chose. Moi, les images que j'ai vues sur les réseaux sociaux, on entendait très bien les sifflets qui peut-être ont été limités dans les retransmissions qu'il y a eu. Et la conséquence, c'est que le président de la République, tout à fait, le président de la République a été obligé de se cacher, qu'il n'est pas sorti comme il aurait dû le faire, que les ministres et le président ne peuvent plus aller sur le terrain parce que systématiquement ils sont accueillis par la contestation de cette réforme. Vous allez continuer ces concerts de casseroles là, dans les prochains jours dès qu'Emmanuel Macron ou d'autres de ses ministres se déplaceront? Eh bien, vous savez quoi? En fait, le problème, c'est que c'est même plus la CGT le problème, c'est que c'est la population, les salariés, les jeunes. Oui, bien sûr. Gabriel Attal, il dit non parce que ceux qui travaillent n'ont pas le temps de passer des heures à attendre avec des casseroles des ministres. Déjà, la CGT, elle organise les salariés, donc voilà, ces mises en opposition, c'est vraiment, c'est juste pathétique. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur le terrain, il y a une colère énorme et que les salariés, les jeunes, la population n'acceptera pas cette réforme. Et donc, il y a des choses qui s'organisent indépendamment de nous. Vous allez appeler à perturber des manifestations qui vont arriver cet été, des festivals comme Avignon, les JO dans un an. Laurent Berger dit non, il faudrait quand même que ces manifestations sportives se déroulent normalement. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est la raison pour laquelle il faut retirer cette réforme d'ici là. Parce que les JO, c'est un horizon très lointain. Et j'espère bien que la
question de la réforme des retraites sera réglée avant. Nous avons des propositions simples et efficaces pour résoudre le petit problème de financement à horizon 2030. Maintenant, il faut entendre les organisations syndicales. Si le gouvernement veut vraiment dialoguer, il faut entendre nos propositions. Mais Laurent Berger considère qu'il souhaite le retrait, évidemment, de la réforme, mais il considère que même s'il n'y a pas eu le retrait de la réforme, il ne faut pas tout confondre et que cet été, les Français auront aussi envie d'événements sportifs, d'événements culturels et de se changer les idées, d'autant que la période est quand même extrêmement difficile et depuis un bon moment, et qu'il faut savoir avoir des comportements différents selon les sujets. Écoutez, on verra le moment venu. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, ce sont les salariés concernés qui décident de leur mode d'action. Si les salariés du secteur de la culture ont envie de faire des actions à Avignon, ils le feront. C'est pas moi qui vais leur dire de pas les faire. Guillaume Durand. Je voulais simplement revenir à l'origine de cette affaire qui est très bien racontée par Ludovic Vigogne dans son livre qui s'appelle Les 100 jours. Parce qu'il a vraiment 100 quelque chose jours, à alors faire. c'est les 100 SNS. Oui, simplement. Ce qui vous donne raison, c'est qu'en fait, le président de la République, à un moment, peut-être sous l'influence de l'un de ses prédécesseurs, a joué la carte plutôt du passage par le Parlement en négociant avec les LR et peut-être en voulant aboutir à un gouvernement de coalition. Et sur ce plan-là, il s'est trompé et donc il n'a pas discuté avec les syndicats. Et sur ce plan-là, il s'est trompé. Sauf que maintenant, la loi, elle est passée. La loi, elle est passée. Je ne suis pas certain que les gens qui regardent la télévision ce soir fassent une véritable différence. Et même si vous l'avez marqué, entre les manifestations, les casseurs, ceux qui sont là pour de bonnes raisons, ceux qui sont là pour de mauvaises raisons, quand vous regardez les images a posteriori de 68, des années et des années après, vous voyez des gens dans la rue qui balancent des pavés. J'y étais, c'était plus joyeux que ça ne l'est maintenant. Et on ne fait... Ça, c'est le discours de votre génération, toujours. Ma génération n'a pas que des défauts. Hein. C'est bien aussi d'accepter que chaque génération fait ses mobilisations et de pas donner des leçons. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les images en elles-mêmes, celles qu'on voit, sont les images qui sont perçues dans leur ensemble. Et les images ne sont pas les images où on voit les gens de la CGT, les gens de la CFDT, les casseurs, ceux qui sont en marche, ceux qui prennent des photos. Ce sont ces images qui jouent un rôle. Et je pense que si ça continue, ces images-là vont provoquer probablement une usure. Je prends simplement, et vous le disiez avec raison, parce que je vous ai donné raison tout à l'heure sur l'absence de discussion avec les syndicats. Les Français, depuis le début, dont on parle tous, parce qu'il y en a quand même énormément qui travaillent dans le privé, ils sont pas vraiment en grève et ils sont pas vraiment dans les manifestations. Les Français ont tous dit, majoritairement, à plus de 60% que ça continue. Nous pensons et nous sommes contre cette réforme des retraites, eux qui sont d'accord avec vous, mais ils ont dit, elle va passer. Et c'est ce qui est exactement en train de se passer. Sauf qu'il y a une mobilisation massive. Il n'y a aucun moment, vous n'avez le moindre signe de l'homme qu'a défini Alain Duhamel tout à l'heure, qui a des pouvoirs spéciaux en France, qu'il avait la moindre intention de reculer sur cette affaire-là. Alors ça, c'est... Je confirme, je suis d'accord avec vous, et je pense qu'il y a un vrai problème sur le fait que... Entre générations, on peut être d'accord. Le président de la République n'écoute rien ni personne. C'est pour ça que pour nous, les deux dates, c'est le 3 mai et le 8 juin, deux dates qui ne dépendent pas du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, il mène le pays dans l'impasse. Du coup, le 3 mai et le 8 juin, ce n'est pas Emmanuel Macron. Le 3 mai, c'est le Conseil constitutionnel. C'est ça. Et le 8 juin, c'est l'Assemblée. Là, c'est pas lui qui a la main. Députés, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que le 8 juin, nous pensons que les députés peuvent aider à trouver une sortie de crise et à enfin passer à autre chose. Demain, réunion de l'intersyndicale, demain matin. Peut-être un nouveau calendrier fixé avec de nouvelles journées de mobilisation avant l'été, puisque c'est déjà dans sa durée, on va dire, un exploit de maintenir un mouvement social aussi longtemps. Oui, tout à fait. On est sur une mobilisation historique exceptionnelle par son unité, par sa durée, par son ampleur, puisque en termes de nombre de manifestants et de nombre de grévistes, notamment dans le privé, on a battu tous les records. Et c'est ça qui fait que ce 1er mai est véritablement exceptionnel, puisque on le voit que l'on prenne les chiffres de la police ou ceux de la CGT, on est au-dessus des 1er mai les plus élevés, puisque là, on double la mise par rapport à 2009, qui était un très grand cru de 1er mai social. Donc on est sur un 1er mai extrêmement élevé. Je pourrais rajouter les 100 000 manifestantes et manifestants à Toulouse, les 80 000 à Nantes et les 150 à Ouessant, parce qu'il y avait 310 lieux de manifestation, et donc aussi à Groix, Belle-Île et Ouessant avec des manifestants et manifestantes, ce qui confirme qu'on est sur une mobilisation ancrée en proximité avec une détermination qui n'est pas prête de s'arrêter. Des manifestants, mais quasiment plus de grévistes. On l'a vu lors des dernières journées d'action. Le 1er mai, il n'y a pas de grévistes. Non, mais pas le 1er mai, mais les dernières journées d'action ont été quand même beaucoup moins suivies. Il y avait moins de grévistes, même dans l'enseignement,
même à la SNCF. Dans le secteur public. Dans le secteur public, c'est là où en général on se mobilise. Comment vous l'expliquez? C'est-à-dire Tout simplement le porte-monnaie, parce que faire grève, ça coûte entre 80 et 100 euros par jour de grève. On a déjà 12 jours de grève à notre actif, et donc il y a un impact économique qui est très fort, sachant que pour la première fois en France, les salaires baissent en euros constants avec l'explosion des prix, notamment alimentaires. Et donc c'est déjà impressionnant d'avoir eu autant de salariés qui ont été prêts à faire grève et à se mobiliser avec la situation économique que l'on connaît. comment on peut contenir tout ça? C'est toujours un peu compliqué parce qu'ils sont extrêmement mobiles, donc ils donnent rendez-vous via les réseaux sociaux. Donc oui, c'est difficile d'aller dessus. Après, il faut tenter de les suivre et tenter de les prendre sur le fait. Mais là, on voit c'est un peu plus en retrait de Place de la Nation, c'est vers l'avenue du Trône. Donc là, il faut déjà gérer cette partie. Et je pense qu'après, effectivement, il y aura des collègues qui vont rester pour voir un peu les appels sur les réseaux sociaux, notamment sur des lieux symboliques, je pense, où on demande de faire des dégradations. Donc on verra un petit peu à suivre. Et je pense que ça va être plus les unités qui sont un peu plus rapides. On protège les bâtiments publics, les bâtiments officiels, les ministères, l'Élysée. L'Élysée, on a des compagnies de CRS qui sont dessus, qui sont on a doublé quasiment le dispositif. Ah oui, sur l'Élysée. Sur l'Élysée, c'est doublé depuis une dizaine de jours. Ouais, c'est un dispositif qui est doublé. Et pareil sur les institutions, on a des compagnies qui sont en réserve. Ce qui est un peu dommage parce que normalement les compagnies de CRS qui sont censées faire du matériel d'ordre, elles devraient être ici au lieu de garder des bâtiments publics. Donc c'est un peu dommage. Oui, donc ça fait des moyens. Des forces en moins pour assister, pour manœuvrer, parce que on voit, je pense que le but c'est de maintenir à distance. Aujourd'hui, il y avait. Ouais. Non mais quel gâchis. C'est-à-dire que on sait que les forces de l'ordre sont épuisées, on sait qu'il y a des consignes en termes de directives de maintien de l'ordre qui ne sont pas forcément appropriées, avec des forces de l'ordre qui sont envoyées aussi au carton, et un gouvernement qui joue une stratégie de pourrissement cynique, dangereuse. C'est pour ça que je disais que nous avons une colère froide, nous syndicalistes, parce que nous savons que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de jouer sur le pourrissement de la mobilisation et de monter en épingle des violences, et de jouer aussi sur la tripartition de la vie politique française, sur le fait que le Front National occupe malheureusement une place très importante, et que cette place du Rassemblement National, ça empêche une alternative politique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2010 après le passage en force de Sarkozy sur les retraites? Il y a eu une alternative politique en 2012. Sarkozy a été battu, il n'a pas été réélu, il a été battu par les urnes. Le pari que fait Emmanuel Macron, c'est que tant qu'il y aura d'un côté les forces de gauche, de l'autre côté le Rassemblement National, il ne pourra pas y avoir cette alternative, et donc c'est pour ça qu'il continue à passer en force. Il ne se représente pas. Exactement, c'est pour ça qu'il continue à passer en force très cyniquement. Mais c'est grave et c'est scandaleux. Il a été élu. Je ne le souhaite pas. La CGT, les organisations syndicales. Il y a eu la réforme des retraites en Italie et l'extrême droite ensuite. Oui, c'est très grave. C'est très grave. Emmanuel Macron a été élu pour faire barrage au Rassemblement National et à l'extrême droite. Pourquoi c'est pas la gauche qui en profite? Parce que c'est quand même plutôt des électeurs de gauche qui sont dans la rue. Oui, tout à fait. Mais parce que comme nous le disons depuis des années, la désespérance sociale nourrit le Rassemblement National. En faisant le choix de mépriser les organisations syndicales, de ne pas répondre à notre mobilisation pacifique, le gouvernement, Emmanuel Macron, ouvre un boulevard à la violence et à l'extrême droite. C'est ça qui est très grave. Et en plus, le pire, c'est qu'ils le savent et que c'est un calcul cynique de leur part qui est scandaleux. Merci Sophie Binet. On se retrouve donc le 8 juin. Tout à fait, mais même avant, puisqu'il y aura plein d'autres choses avant. Le 8 juin, donc vous confirmez le 8 juin? Pas mal. Non, vous ne m'aurez pas là-dessus. Vous le saurez demain. Rendez-vous demain matin donc avec l'intersyndicale qui va se prononcer sur de nouvelles journées de mobilisation.